Était-il Dieu ou diable? Ce surhomme qui semblait surgir tout droit des flammes de l'enfer. Nous y sommes, je l'ai annoncé, vous l'avez choisi, bienvenue sur Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, ou Ken le survivant chez nous, c'est l'œuvre de deux artistes, Buronson au scénario et Tetsuo Hara au dessin. Publié pour la première fois en 1983 dans le Weekly Shonen Jump, le manga raconte l'histoire de Kenshiro, maître du Hokuto Shinken dans un monde ravagé par la guerre nucléaire. Et je vais y revenir plus tard. Hokuto no Ken a été édité à plusieurs reprises. On a l'édition originale qui comprend 27 volumes publiés entre 1984 et 1989 sous le label Jump Comics. Elle compile l'intégralité de la série telle qu'elle a été prépubliée dans le Weekly Shonen Jump. En 2006 sort une édition de luxe en 14 volumes publiée par Shogakukan. Cette édition se distingue par la restauration des pages en couleur, de la prépublication et des illustrations d'ouverture originales. Une Ultimate Edition, ou appelée Extreme Edition, est également sortie entre 2013 et 2014. Cette version en 18 volumes combine les éléments des éditions précédentes, incluant les couleurs et les illustrations supplémentaires. Deux nouvelles couvertures dessinées par Tetsuhara lui-même et un chapitre spécial pour le 30e anniversaire intitulé Hokuto no Ken Last Piece, présent dans le volume 11. La première édition française a été publiée par J'ai lu dans la collection Shonen, totalisant 26 volumes. Cette version est aujourd'hui épuisée et difficile à trouver, très cher aussi. Elle a été publiée entre 1988 et 2001. La version de luxe de 2006 a eu sa version française en 18 volumes, initialement publiée par Asuka puis reprise par Kaze. Elle propose une traduction révisée et une présentation plus soignée. Et énormément d'éditions sont sorties, entre les éditions anglaises, etc. Bref, vous avez compris, le manga a eu son petit succès. Et en parlant des chiffres, Hokuto no Ken s'est écoulé à 100 millions d'exemplaires. C'est le double de Saint Seiya. Il fait partie de ces mangas qui ont atteint la barre des 100 millions d'exemplaires en manga. Qui dit manga à succès, dit adaptation en animé. Donc bien évidemment, Hokuto no Ken a eu son adaptation en animé, diffusée au Japon entre 1984 et 1988. Elle est composée de 2 saisons totalisant 152 épisodes. La série suit fidèlement le manga original en adaptant l'intégralité de l'histoire de Kenshiro, de sa quête de justice à la confrontation finale avec Rao. L'anime a été diffusé également en France via le Club Dorothée, mais j'y reviendrai plus tard. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir de quoi parle Hokuto no Ken. Quel est le survivant? Qui est Kenshiro? Donc je vais vous faire un bon résumé de Hokuto no Ken. Donc Hokuto no Ken se passe dans les années 90, dans un monde post-apocalyptique donc qui a été ravagé par la guerre, là où règne la famine, les ressources sont épuisées, très peu de survivants, rempli de brigands, de voleurs, etc., etc. Un monde très joyeux. Et dans tout ce contexte, nous suivons l'histoire de Kenshiro, l'héritier d'une école d'arts martiaux, Hokuto Shinken. Il est accompagné de sa bien-aimée Yuria, ou Julia pour nous les Français, cherchant désespérément un endroit à l'abri de toute cette folie. Et dans leur recherche, ils croisent Shin. Shin est également un ami de Ken, mais surtout un des 6 grands maîtres de l'école rivale de Hokuto Shinken, le Nanto Senken. Mais le problème, c'est que Shin est également amoureux de Yuria. Tellement amoureux qu'il va décider de voler la copine de son ami. Oui, bon, d'abord, Shin va bien humilier Ken, va lui faire 7 trous en dessinant la constellation de la Grande Ourse et s'en va, laissant Ken au plus bas. Bon, j'ai triché, l'histoire ne commence pas vraiment à ce moment-là, mais c'est pour mettre un peu de contexte. Ken décide de retrouver sa bien-aimée et sur sa route, affamé et affaibli, il est arrêté par les habitants d'un village méfiant et il est jeté en prison. Et c'est là qu'il fait la rencontre de Bart, un petit voyou, et Lynn, une jeune fille muette qui leur apporte eau et nourriture en secret. On apprend plus tard qu'elle est muette car elle a assisté à l'assassinat de ses parents. Le village se fait attaquer, Ken ouvre les barreaux de sa prison comme si c'était des Kit Kat. Voyant Lynn en danger, décide d'agir et c'est là que une scène célèbre est née. Bon, vous l'attendez tous, allez, je vous la mets. 貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？Bon allez, je la mets aussi en français. Les petits poings ne feraient même pas de mal à une mouche. Tu es mort et tu ne le sais pas. Quoi? Donc le principe de l'Hokuto Shinken est de détruire l'ennemi de l'intérieur, en touchant ses points vitaux.
Donc à partir du moment où Ken vous touche, vous êtes foutu. Mais il peut également faire l'inverse, vu qu'il a guéri Lin en lui touchant ses cordes vocales. Donc la technique du Hokuto Shinken a un côté destructeur et guérisseur. Et c'est ainsi que la légende de l'homme aux 5 cicatrices, Kenshiro, est née, dans vos mémoires et dans le manga aussi. Après cela, Bart et Lin décident de suivre Ken partout, et Ken poursuit toujours sa quête. Il affronte différents sbires de Shin jusqu'à atteindre enfin le palais de Shin et l'affronter en un contre un. Mais Shin est fortement surpris car Ken domine largement le combat. Et pourquoi d'ailleurs? C'est assez simple, je n'ai fait que suivre tes conseils. Tu m'as dit que la technique ne suffisait pas et que seul comptait la ténacité. Mais tu n'as pas le droit, c'était moi. J'ai le droit. Mais ce fourbe de Shin va assassiner sous les yeux de Ken Yuria. Et bien sûr, vous imaginez la suite, Ken va péter un câble. Ces muscles. Shin, tu vas voir ce que tu vas voir. Ken va atomiser Shin, mais d'une facilité insolente. Et Shin, dans sa défaite, veut absolument savoir comment Ken a autant progressé. Mais malheureusement, il ne le saura jamais. Comment as-tu fait? Je peux pas te le dire. Mais on découvre que Shin n'est pas totalement fou non plus. Vu qu'en effet, il n'a pas tué Yulia. En réalité, c'était un mannequin. Il a fait toute cette mise en scène juste pour déstabiliser psychologiquement Ken. Bon, ça n'a pas marché apparemment. Mais Shin nous explique que Yulia s'est en réalité suicidée. Car pendant que Ken l'a cherché, lui, Shin, pillait, tuait et construisait des statues, des bâtiments, des villes au nom de Yulia. Et il a fait ça par amour pour lui montrer que, voilà, il la glorifie. Sauf que Yulia, ça l'a tellement dégoûté, elle était tellement dégoûtée qu'elle en a eu marre, elle s'est suicidée. Mais Shin, comme il est bête, il pense que c'est la faute de l'architecte. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! Ce n'est pas possible. Ah, amenez-moi cet architecte. Elle est morte par sa faute. Julia! Pour ne pas se faire éliminer par son rival, Shin décidera de se suicider aussi. Ken enterra Shin et doit maintenant trouver une nouvelle raison de se battre vu qu'il a perdu l'être qui était le plus cher à ses yeux. Malgré cette douloureuse perte, ce n'est pas fini, car nous allons faire la rencontre de deux nouveaux personnages. Ils vont rencontrer Mamiya, une femme qui protège vaillamment son village et aussi qui ressemble étrangement à Yulia. Malheureusement, son village se fait attaquer par le clan Fang, ou connu sous le nom des Kibas pour nous français. Quand on s'attaque aux Kibas, c'est perdu d'avance. Et c'est là que nous faisons la rencontre de Rei, l'un des 6 grands maîtres de l'école Nanto, tout comme Shin. Les oiseaux de feu de l'école Nanto sont des disciples particuliers qui ont reçu un entraînement spécial. Leurs attaques ont la grâce et la rapidité de l'oiseau de feu, et leur pouvoir d'une force et d'une cruauté sans égard. Mettra des bâtons dans les roues au clan Feng, et ça jusqu'à leur voler des peignes. Tiens, je crois que tu oubliais ça. Ah non, pas mon peigne! Mais il finira par s'allier avec eux. Et juste après, il fera la rencontre de Ken et décidera de trahir le clan car il jugera Ken bien plus fort. Et il nous révèle son véritable objectif. Il cherche depuis des années l'homme aux 7 cicatrices, le monstre qui a enlevé sa sœur Aeri. Mamiya, qui s'est pris pour le personnage principal, décide d'aller affronter le clan, mais va se faire capturer bien évidemment. Ken et Rei découvrent que Aeri est en fait aux mains du clan Feng. Donc ayant les deux filles capturées, ils vont faire du chantage à Ken et Rei pour les pousser à s'affronter dans un duel à mort. Mais bon, Ken et Rei ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils vont réussir à déjouer les plans du clan et éliminer même leur chef, et donc délivrer Mamiya et Aeri. Pour les actes aussi, il est trop tard. Sache que le coup que je t'ai porté a un effet paralysant et que bientôt tu ne pourras plus bouger. Qu'est-ce que tu dis? Maman, je ne peux plus l'ouvrir. Sache que je ne mens jamais. Non, c'est pas vrai. Il a cassé ma montre. Ah, les bras t'en tombent, hein? Tu es mort à présent. Et c'est ainsi que le duo de choc est introduit, Rei et Kenshiro. Juste après d'ailleurs, Ken va révéler à Rei les cicatrices qu'il a sur le corps. Mais Rei, voyant tout ce que Ken a fait pour lui, s'est dit non, c'est pas possible, et en effet, ce n'est pas Ken qui a fait ça. Donc Ken va se mettre à la recherche de cet homme qui se fait passer pour lui. Il finira par tomber sur un village dominé par une gigantesque statue à l'effigie de cet usurpateur. Les punks qui l'adorent sont persuadés que c'est le vrai Kenshiro, celui qui tue, viole et réduit les faibles en esclavage.
selon eux. Dans un déchaînement de violence froide, Ken les élimine un à un et découvre que le nom derrière cette mascarade, c'est Jaggi, alias Jagger. Pour vous dire que Ken est tellement pas content de cette nouvelle qu'il en invente des techniques. Je veux dire, je savais pas qu'il y avait un couteau pour la salle à manger. Couteau à steak. Montre-moi ce que tu sais faire. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Ah! Au secours, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je peux plus bouger. Tire-bouchon, saignant et couteau. Jaggi est l'un de ses 3 grands frères adoptifs. Ce dernier lui en veut car Ken a été choisi comme héritier du Hokuto Shinken. Car en effet, en réalité, les 4 frères ont été élevés pour devenir les prochains héritiers, mais un seul est choisi par génération. Et cet héritier, c'est Ken. Ce qui n'a pas plu à Jaggi, qu'il a voulu faire savoir aux 2 autres frères, Toki, enfin Raoul et Roger. Que se passe-t-il? C'est Ken qui a été nommé pour succéder à la tête de l'école d'Hokuto. Quoi? Mais c'est impossible, je ne peux pas croire ça. Mais Raoul et Roger, ils n'ont rien dit, ils l'ont laissé faire. Et ce que je viens de dire à Raoul, ça vaut pour toi aussi, Roger. Les 2 frères se retrouvent et Jaggi nous révèle que en réalité c'est lui qui a poussé Shin à kidnapper Yuria, qui va rendre Ken complètement fou et le pousser à éliminer Jaggi. Et dans un dernier souffle, Jaggi avoue que Rao et Toki, leurs 2 autres grands frères, sont toujours en vie et qu'une future grande guerre approche. Donc poussé par les paroles de Jaggi, Kenshiro reprend sa route. Cette fois, il ne cherche pas un ennemi, mais un frère. Toki, le plus doux, le plus sage et celui qui autrefois incarnait l'âme bienveillante du Hokuto Shinken. Son voyage le mène au village des miracles, un lieu à part. Ici, Toki est vénéré comme un dieu. On dit qu'il a sauvé des dizaines de vies en appliquant le Hokuto Shinken à des fins médicales. Mais le récit prend une tournure sombre. Ah ok. Ouais, et pourquoi? Les habitants raconte qu'un jour Toki est revenu changé. Devant les cadavres d'une partie du village, quelque chose en lui aurait basculé. Depuis, il serait enfermé dans un labo scientifique, utilisant les villageois comme cobayes pour perfectionner ses techniques, causant mutilation et mort. Ken croise l'un de ses cobayes, qui est devenu beaucoup plus puissant après avoir subi les expériences de Toki, et l'affronte dans un duel de bras de fer. Mes muscles ne connaissent pas de limite, mes forces sont décuplées depuis qu'on a touché mon point secret sensible. Ça va gicler. Mon bras est cassé, il m'a cassé le bras, maman, j'ai mal. La prochaine fois, je te casserai les pieds. Et en plus, il dit ça en restant totalement sérieux. Ken, bouleversé, refuse de croire à une telle chute. Il part à sa rencontre, espérant encore retrouver l'ombre de son frère. Mais l'homme qui l'affronte n'a plus rien de Toki. Froid, méthodique, cruel, il s'amuse à disséquer Ken, le traitant comme une expérience ambulante. Mais alors que Ken faiblit, ressurgit et l'arrête net. Il lui explique que c'est un ancien disciple du Nanto Senken et qui s'appelle Amiba. Ken reprend ses esprits et bat facilement Amiba. Dans ses derniers mots, Amiba nous fait part de sa frustration envers Toki. Toki! Tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche! Pourquoi on ne jure que par lui? Pourquoi tout le monde est toqué de Toki alors que je suis un génie? C'est pas juste! Mais il leur explique que Toki a été capturé et il est enfermé dans la prison de Cassandra. Ken part libérer son grand frère. Sur le chemin, il croise un des soldats de cette prison et lui fait comprendre qui est le personnage principal. Non, ne le font pas là, surtout, mais je ne crois pas que tu puisses affronter mon chef, tu sais, ça m'étonnerait, c'est Et une grosse n'oublie pas bête, en plus de lui signaler que dans ce monde, personne, tu entends, n'est plus fort que moi. Et c'est mon petit doigt qui te le dit. Ils arrivent enfin devant la prison, une prison réputée maudite d'où personne ne revient. À l'entrée, 2 gardiens, Raiga et Fuga, tentent de les arrêter, mais reconnaissent vite Ken comme l'homme de la prophétie et décident de lui faire confiance. Une fois à l'intérieur, Ken tombe nez à nez au chef de la prison, Uigur. Et s'ensuit un grand discours sur ce que c'est le courage. Et personnellement, son discours m'a fortement marqué. L'une des rares fois où j'étais d'accord avec un méchant. Mais je suis bien impressionné cependant par ta détermination et ton courage. Je ne sais même pas ce que signifie le mot courage. Eh bien, courage veut dire quelqu'un de courageux. Et quelqu'un qui serait particulièrement courageux, si tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui aurait pas peur, quoi. Ken réussit à le battre et libère les prisonniers. Mais on apprend que Toki a été enfermé par Rao, ou Raoul, le plus grand frère, celui qui a pour but d'être l'homme le plus puissant et dominer le monde. Qu'est-ce qu'il est méchant. Ken fonce le voir, mais découvre que Ray s'est fait
atomisé par Raoul, et de plus que Raoul l'a condamné à agoniser pendant 3 jours. Ken, ivre de colère, s'élance. Raoul refuse même de descendre de sa monture, considérant son frère cadet comme trop faible. C'est alors que Toki surgit, pressant un point sur Kenshiro pour l'immobiliser. Sous les yeux paralysés de Ken, débute un duel entre Rao et Toki. 2 styles au couteau, 2 visions du monde, l'une bienveillante et l'autre dominatrice. Malgré tout, Rao domine le combat et Ken se défait de la technique de Toki, commençant le combat entre Rao et Ken. Tu vas payer, tu me feras un prix. Finalement, ce sera un ex-aequo. Soit du côté de Ken et de Rao, personne n'a gagné. Rao blessé s'en va, mais ce n'est que partie remise. Alors que le calme semble revenu au village, un simple regard de Rei change tout. En apercevant un tatouage sur le dos de Mamiya, il comprend qu'un terrible passé est dissimulé derrière la force et le courage de la jeune femme. Ce tatouage, c'est la marque de Yuda, l'un des 6 maîtres du Nanto Senken, encore un grand maître, tout comme Rei et Shin. Yuda lui incarne la perversion, il est narcissique, cruel, bref, c'est pas un enfant de cœur. Mamiya, acculée par le souvenir, révèle son histoire. Des années auparavant, Yuda avait pris son village d'assaut, assassinant ses parents et faisant d'elle sa captive. Elle avait réussi à s'échapper, mais les cicatrices physiques et psychologiques sont toujours présentes. À ces mots, Rei, condamné par Rao à mourir dans d'atroces souffrances, sous 3 jours, prend une décision irrévocable. Il veut tabasser Yuda. S'ensuit plein de péripéties, mais le combat entre les 2 hommes débute enfin. Yuda, se croyant invincible, méprise Rei, le voyant déjà condamné. Mais Rei, porté par la volonté de protéger Mamiya, transcende sa souffrance. À ses côtés, Ken repousse les assauts des subalternes. Enfin, je dirais même plus. Il nous propose un gigot d'agneau. Ah, par le couteau à viande, je couperai vos gigots. Enfin, Rei inflige le coup fatal à Yuda, le maître aux osselets. Oh, ce sont mes osselets qui craquent. Je suis le meilleur, tu entends? Je suis le meilleur aux osselets. Plus tard, Rei, à bout de force, s'isole dans une maison. Autour de lui, Airi, Ken, Lin, Bart et Mamiya, tous en larmes. Dans un dernier sourire, Rei contemple le ciel et son corps explose. Il est mort. Et Ken nous laisse avec un discours touchant. Rei, grand maître de l'école Nanto, ta légende se transmettra à travers les âges. Roi du couteau de cuisine, roi du couteau à viande. Adieu, ami. Peu de temps après, Ken croise la route de Shu. Oh, bravo. N'est-ce pas? Tu es le premier homme à avoir pu parer cette attaque. Oui. Mais je me demande combien de fois tu l'éviteras. Eh ben, tu verras. Encore un grand maître du Nanto Senken, qui est aveugle. Shu mène une révolte contre un autre grand maître du Nanto, l'empereur autoproclamé Sozer. Un tyran qui se sert des enfants comme esclaves pour ériger son monument démentiel, le mausolée de la Sainte Croix, qui est une grosse pyramide. Mais ce n'est pas une rencontre ordinaire. En se tenant face à Shu, des souvenirs revinrent dans l'esprit de Ken. Enfin, Ken fut forcé de participer à une épreuve mortelle opposant 10 combattants de l'école Nanto. Au 6e combat, il tombe face à Shu. Le combat est inégal. Shu, déjà maître, accompli, met rapidement Ken à terre. Sozer, présent ce jour-là, ordonne l'exécution du jeune garçon. C'est la tradition. Mais Shu, ému par la pureté et le courage de l'enfant, commet l'impensable. Il sacrifie sa vue, s'aveuglant volontairement pour sauver Ken. Donc Ken et Shu unissent leurs forces pour renverser Sozer. Ken fonce s'opposer à ce dernier, mais se fait terrasser d'une facilité. Ce n'est jamais arrivé dans le manga. Sozer profite de cette victoire pour soumettre Shu. L'oiseau du vent, Chu, plus connu sous le nom de Chu, est tombé aux mains du terrible Sozer. Il le contraint à porter lui-même la dernière pierre du mausolée sous les yeux des enfants qu'il voulait sauver. À peine a-t-il gravé les dernières marches que les archers de l'Empire le criblent de flèches. Dans un dernier souffle, la pierre s'effondre sur lui, le laissant pour mort. Ken, arrivé trop tard, tombe à genoux devant son martyr. Il est mort pour nous. Oh, mon Dieu. Il ne nous reste plus aucun espoir à présent. L'oiseau du vent nous a quittés. Il est dans les choux, Chou. Mais la douleur devient puissance, ce qui provoque un deuxième duel entre le maître du Hokuto et l'empereur du Nanto. Il faut savoir que durant le premier combat, les techniques de Ken n'avaient aucun effet sur Sozer. Mais Sozer détient un secret. Le monsieur a une répartie hors norme. Quoi qu'il arrive, je tiendrai ma promesse. Tu paieras pour tes crimes. Je suis ton juge et je serai ton bourreau. Ah oui, eh ben c'est celui qui dit qui est. Le cœur de Sozer est positionné à droite, ce qui fait que ses points vitaux sont tous inversés. Rao, qui a auparavant essayé d'éliminer Sozer, mais pareil, n'a jamais réussi, reste tapis dans l'ombre et observe le combat. Il sait désormais pourquoi l'homme au trône d'or pouvait résister à leur art ancestral. Et dans cet élan, c'est là que Ken nous explique la vraie puissance du Hokuto.
L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Après ça, l'Empire de la Cinq Croix s'effondre, mais le sacrifice de Shu restera gravé à jamais dans le cœur des survivants. Nous arrivons à la fin. Toki, rongé par la maladie, sent que ses jours sont comptés. Mais avant de partir, il veut faire une dernière chose, affronter Rao. Il sait qu'il n'a pas de chance contre lui, mais veut surtout le raisonner et le convaincre d'abandonner son ambition. Le combat entre les deux maîtres est titanesque, mais la maladie a déjà pris le dessus sur Toki. Toki s'éteint, regard droit, fidèle à son idéal. On apprend que la dernière pièce pour vaincre Raoul serait la dernière étoile du Nanto. En effet, jusqu'à présent, nous avons vu que 5 étoiles. Il faut savoir que chaque maître du Nanto représente une étoile, ce qui représente sa destinée. Shin, son étoile était la mort, Rei, la justice, Yuda, la beauté, Shu, la bonté, et Sozeur, l'étoile de l'empereur. Mais qui est le général Nanto? Qui est la 6e étoile? Et c'est Yulia. Lorsqu'elle s'est jetée du palais de Shin, les 5 gardiens du général étaient là pour la sauver. Depuis, elle a pris la tête de la résistance contre Rao, portant l'espoir du Nanto. Mais le temps presse car Rao est au courant aussi, et on apprend que Rao aimait Yulia depuis le début et l'aime toujours. Bien sûr, Ken et Rao se croisent de nouveau et s'ensuit l'ultime combat. Mais avant cela, on apprend que Yulia est atteinte d'une maladie incurable, l'équivalent de ce qu'avait Toki. Mais Rao la place dans un faux coma, prolongeant sa vie artificiellement. S'ensuit un combat avec Ken qui a entre-temps débloqué le Musou Tensei, la tristesse ultime accumulée par toutes ces épreuves, tous les pertes qu'il a eu. Rao, par amour pour Julia, débloque aussi ce stade, mais Kenshiro sort vainqueur de ce combat. Rao se donne le coup de grâce, fier, meurt debout, le poing levé vers le ciel. Ken, victorieux, part avec Yulia sur le cheval de Rao. Ensemble, ils s'éloignent vers l'horizon pour enfin vivre quelques années de paix, loin du sang et des larmes. Et c'est la fin. Bon, avec mon énorme résumé, vous avez dû remarquer quelque chose. C'est bien la VF. Ce n'est pas une parodie. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est la VF officielle de Hokuto no Ken. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des doubleurs pour nous proposer une VF comme ça? L'anime débarque sur TF1 en 1988 dans le Club Dorothée. Et ça a fait du bruit. Trop de sang, trop de violence, trop de meurtres dans un monde post-nucléaire et de combats fratricides. C'est pas franchement le contenu idéal pour accompagner les céréales du goûter. Donc il y a plusieurs solutions. Soit l'anime dégage, soit c'est d'oublier le script original japonais. À la place, les comédiens improvisent en temps réel. Voilà, des jeux de mots douteux, des références à la ville de Montélimar. Est-ce que vous savez où je peux trouver Ryuga? À Montélimar. Je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu sais où je peux le trouver? Je te l'ai déjà dit. Je vais tuer celui que tu aimes. Et je resterai fidèle à Montélimar. Des dialogues cultes. Il doublait les épisodes à la chaîne et en improvisation totale. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait et la seule chose c'est que ça ne devait pas être vulgaire. Il faut savoir qu'à l'époque, la chaîne de production importait des animés japonais mais ne connaissait pas réellement le contenu. Et vu que c'était des dessins animés, ils les ont directement affiliés à du contenu pour enfants. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et comme c'était le genre de contenu qui passait en pleine journée, en plein après-midi, je veux dire à des heures où les enfants regardent, bah forcément ça a fait du bruit. Personnellement, je trouve que le doublage original est meilleur, mais que le doublage français ne dénature pas totalement l'œuvre. Personnellement, la première fois que j'ai regardé Hokuto no Ken, c'était en VF et j'ai pu comprendre l'œuvre dans son intégralité, malgré la censure, malgré les blagues, parce que en réalité le doublage reste quand même fidèle entre guillemets à la trame narrative, malgré que certains détails peuvent vous échapper. Mais je pense sincèrement que ça vous empêchera pas d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur. Et oui, pour une œuvre improvisée, moi je trouve la VF excellente. Je suis désolé, les blagues, les vannes et même certains moments sérieux, les comédiens sont excellents pour moi. Bon, certains me diront que c'est plutôt nanardesque. Moi je dirais que ça me fait rire premier degré. Et puis sans cette VF, d'un autre côté, le public français serait passé à côté de Hokuto no Ken. C'est ça la vérité. Sans ce doublage, sans ces blagues, sans cette diffusion, sans cette censure, on n'aurait juste pas du tout Ken le survivant. Ça n'aurait même pas existé. On n'aurait pas connu ça. Bref, j'ai fini ma petite propagande.
Mais je comprends parfaitement les gens qui ont crié au scandale, car Hokuto no Ken a un propos, un monde, un univers très intéressant. Je rappelle, hein, l'histoire se déroule après une guerre mondiale qui a détruit les nations et l'environnement. Donc il n'y a plus de lois, plus de règles, la Terre est devenue un désert. Enfin, ce qui compte, c'est la loi du plus fort. Je veux dire, si on compare à d'autres shonen, que ce soit à l'époque et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Souvent, les shonen sont assez colorés, assez vivants, il y a des combats, mais ça reste très vivant. Là, c'est un univers morbide, cruel, injuste. Tout est dominé par la mort, la violence, l'errance. Des villages pillés, des innocents réduits en esclavage, des chefs de guerre fous. Et au milieu de tout ça, t'as notre héros Ken, qui a le rôle de sauveur. Et c'est vrai que quand vous comparez à des shonen, que ce soit à l'époque et aujourd'hui, c'est un ovni pour moi. Si on regarde les shonen de manière générale, les héros sont souvent des têtes brûlées. Je veux dire, pour faire une comparaison, hein, si on parle de Goku, il est enfantin, naïf, toujours partant pour un combat mais sans haine. Seiya, lui, incarne le courage, la volonté, il est toujours prêt à se battre pour ses amis et la justice. C'est vraiment un chevalier pour le coup. Je peux parler de Naruto aussi, une tête brûlée, Luffy qui est très vivant. Bref, et t'as Kenshiro qui est silencieux, stoïque, mélancolique. Il est guidé plus par le devoir que l'envie. Parce qu'on sait très bien que depuis qu'il a perdu Yulia, il n'a pas de réelle motivation, il n'est pas heureux. Et s'il sauve les gens, c'est par devoir et pas parce qu'il a envie spécialement. Parce qu'il sait qu'il doit le faire et qu'il a un rôle. Il n'a même pas de but en fait en soi, Ken. Oui, il n'a pas de quête personnelle. Il ne cherche pas la reconnaissance de quelqu'un. Et aussi, c'est l'un des seuls héros de shonen à commencer en étant très fort dès le début. Ken, dans le manga, il est rarement en difficulté. Et dès le début, on comprend que c'est déjà une légende, c'est déjà un maître. Mais le manga ne cherche pas à montrer la montée en puissance de Ken, mais à montrer son évolution et comment les personnages autour de lui évoluent. Bref, c'est pas une analyse, mais c'est pour que vous compreniez l'essence même de Hokuto no Ken, qui lui donne cette saveur. Et que pour l'époque, je trouve que c'est très original. Et que même aujourd'hui, Hokuto no Ken vaut largement le détour. Et je dis tout ça sans parler des antagonistes de Hokuto no Ken, qui est souvent reproché aux animés des années 80. C'est le méchant pour être méchant. Le méchant stupide, bête, qui est méchant parce qu'il a envie d'être méchant. Et il sera toujours méchant parce qu'il est méchant. Ça, le voleur, je suis le voleur, je suis méchant. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Parce que tu te rends compte que peu d'antagonistes sont purement méchants. Beaucoup d'entre eux sont marqués par la souffrance, par justement les cicatrices du monde auquel ils vivent. Pire, certains font preuve de bonne volonté, mais avec une vision de la justice erronée, qui les rend émotionnellement forts et souvent mémorables. Je veux dire, tu peux clairement apprécier Rao, tu peux clairement apprécier Sozer, tu peux clairement apprécier Shin. Ils ont fait des saletés, hein. Ils en ont fait baver à des gens. Mais Shin, tu comprends qu'il est vraiment amoureux de Yulia. Ça peut être une enflure, mais il aime Yulia pour de vrai. Il a vraiment essayé de la heureuse, mais d'un autre côté il l'a capturé. Donc bon, Sozer qui aurait été juste un enfant qui a souffert à cause de l'amour. Bref, l'univers de Hokuto no Ken regorge d'énormément de richesses. Et c'est sûr que quand t'entends Hokuto de cuisine, Danto de manteau, de je sais pas quoi là, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est sûr que c'est agaçant. Et ça te sort de tout ça. Ça te sort de l'immersion. Même si les doubleurs racontent l'histoire principale, bah à certains moments, peut être gâché. Typiquement, quand j'ai mis la scène avec la mort de Chou, et t'as l'autre qui fait sa blague, c'est drôle mais pas drôle en même temps. Et je ne parle pas de l'influence qu'a eu Hokuto no Ken. Je veux dire, regardez Jojo. Moi, quand je vois Jotaro, je vois Kenshiro. Quand je vois Dio, je vois Shin. C'est la première chose qui m'a tapé à l'œil quand j'ai vu ces deux personnages. J'ai vu Jotaro, j'ai vu Kenshiro. J'ai vu Shin, j'ai vu Dio. Direct. Berserk aussi, qui a été fortement influencé par Hokuto no Ken. Et au-delà de ça, dans la culture en général, l'univers post-apocalyptique, même si c'est pas Hokuto no Ken qui l'a inventé. Oui, la source, c'est clairement Mad Max. Et récemment, dans les jeux vidéo, je veux dire, vous voyez tous Bison dans Street Fighter. Bah, regardez ce qu'ils ont fait de lui sur Street Fighter 6. La première personne qui m'est venue en tête, c'est Rao. Un dictateur sur un cheval, ça peut être qui d'autre. Et puis même tous ces personnages de shonen qui ont eu un passé douloureux, ça vient principalement de Hokuto no Ken. Le personnage qui est puissant dès le départ. Parce que je vous rappelle, hein, on suit l'histoire d'un monsieur qui est déjà une légende. Hein. Dès que les villageois le rencontrent, on dit oui, l'homme aux 7 cicatrices. Ah, le monsieur, il est connu dans le milieu, hein, ça rigole pas. Et pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous voyez ce jeu. Je suis un grand consommateur des jeux Yakuza. Bah, dites-vous qu'il y a un jeu Yakuza dans le monde de Hokuto no Ken. Ils l'ont fait. Ils ont fait ça. Bon, le jeu a une qualité discutable, mais juste le fait de l'avoir fait, c'est incroyable. Une sorte de semi-open world où tu peux jouer Ken et taper des méchants, utiliser des points vitaux. Non, franchement, chapeau. Pour rajouter une couche, dites-vous que Hokuto no Ken est l'une des licences manga les plus lucratifs du Japon. Selon cette source, Hokuto no Ken rapporte plus que One Piece. Vous vous rendez compte? Bon, la source date de 2019, si je me trompe pas. J'ai pas trouvé plus récent, mais pour un manga qui est sorti durant les années 80, son impact est encore palpable même aujourd'hui. Même si, bon, ce n'est pas
le manga aujourd'hui qui rapporte le plus, c'est tout ce qu'il y a autour, les produits dérivés, etc. Mais ça montre que dans le souvenir commun, Ken le survivant, Hokuto no Ken, reste encore dans le cœur des gens. Mais bon, malgré tout ce que j'aime sur ce manga, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Je dirais que l'un de ses défauts les plus évidents, c'est le rythme narratif. Il est répétitif. On suit le même schéma. Une ville ravagée, des pilleurs, Ken arrive, balance 2-3 phrases et explose leur crâne. Et les villageois t'expliquent qu'il y a un grand méchant qui leur a fait du mal et du coup, et Ken doit aller le voir pour le sermonner. Entre autres, hein. Quasiment tous les arcs de Hokuto no Ken suivent ce schéma. Et puis même quand on regardait les antagonistes de Hokuto no Ken, c'est souvent les mêmes types d'antagonistes. Soit c'est un frère, soit c'est un maître, soit c'est un ancien rival, un ami qui est devenu, voilà. C'est quelque chose comme ça. C'est souvent autour des liens de l'école Hokuto ou Nanto, un membre de la famille, éloigné ou proche. Même si le fond du propos change, c'est vrai que la forme est la même. Ça rend les arcs prévisibles, ça peut être ennuyeux aussi. Moi ça m'a pas dérangé personnellement, mais même si je voyais souvent le truc venir. Quand un arc commençait, je me suis dit bon il va se passer ça. Et oui, j'avais raison parce que c'est le même schéma. Même si, encore une fois, le fond change. Pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes antagonistes, c'est peut-être pas les mêmes dangers, etc. Puis bon, la même chose pour Senseiya, hein. C'est vieux, faut se le dire, l'animation est vieille, c'est la Toei, en plus c'est un animé fleuve. Donc t'as des épisodes qui sont top et t'as des épisodes qui sont discutables. Ah oui, attendez, faut que je vous avoue un truc. Certains l'ont remarqué, mais en réalité je n'ai pas résumé toute l'œuvre. En effet, je n'ai résumé que la moitié de Hokuto no Ken, parce que dans le manga on est la moitié, l'animé c'est terminé, mais a repris avec une partie 2 qui s'appelle Hokuto no Ken 2, mais dans le manga il n'y a pas de pause en fait, ça continue. J'ai pas voulu faire nécessairement un résumé de l'autre partie parce que c'est une partie que j'aime moins, parce que bah justement elle reprend le même schéma, la même structure que la première partie de Hokuto no Ken, parce que ça se passe plusieurs années plus tard, un peu comme la transition entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ce que je reproche à cette partie de Hokuto no Ken, c'est que elle ne prend aucun risque. On prend la même formule et on recommence. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la deuxième partie de Hokuto no Ken, on a un énième tyran, Ken doit sauver des énièmes villageois, et cet ennemi, c'est le frère d'un tel, un maître de je ne sais où, qui veut dominer le monde, machin. Bon, il y a des nouveautés, explore un peu plus le lore sur l'école Hokuto, mais quand je vois Kaio, je suis désolé, mais je ne peux que penser à Rao. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est son frère. Mais je me dis, en fait, Rao était tellement plus impactant que Kaio, je trouve. Beaucoup préfèrent Kaio, peut-être. Mais clairement, moi, je suis plutôt team de la partie 1 de Hokuto no Ken. Cette partie du manga n'est pas mauvaise, attention. Je reproche juste ce côté répétitif et ce côté qui en manque cruel d'ambition. Cependant, on a un préquel, Soten no Ken. Une histoire qui se déroule dans les années 30, juste avant la Seconde Guerre mondiale, principalement à Shanghai, et raconte l'histoire de Kenshiro Kazumi, qui n'est pas notre Kenshiro. Et ce fameux Ken est le grand-oncle de Ken. Oui, enfin, adoptif. On suit un homme qui est professeur de littérature et à la fois maître du Hokuto Shinken. Je n'ai pas fini le manga, donc je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui est différent avec Hokuto no Ken 2, entre guillemets, c'est que là, vraiment, on a quelque chose de nouveau. C'est un autre environnement, de nouveaux personnages. Ce Ken-là n'a rien à voir avec le Ken que nous connaissons. Et oui, même l'univers. Je veux dire, on est dans les années 30, on parle de mafia, on parle des dictateurs de l'époque, Staline, etc. Bref, ça fait un vent de fraîcheur, l'art du Hokuto pratiqué dans un monde différent. Et franchement, ça vaut le détour. Si vous aimez l'univers de Ken de manière générale, je vous conseille de foncer dessus. Il y a eu des adaptations en animé, mais n'y allez pas. Bon bah, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je voulais vous remercier pour vos retours sur la vidéo Senseiya, franchement c'était un grand plaisir de lire tous vos commentaires et de voir que la passion envers Senseiya était toujours présente. J'ai appris des choses grâce à vos commentaires, donc c'était totalement bénéfique pour moi aussi. Et n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez que je parle de d'autres mangas, hein. Oui, on peut parler de City Hunter, GTO, Sailor Moon, Le Grand Jojo, ou d'autres œuvres plus récentes. Ce sera sûrement pas ma prochaine vidéo, mais je reviendrai dessus, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas, si j'ai dit des bêtises, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que oui, je n'ai pas tout dit. J'ai essayé de dire le plus de choses possible parce que Hokuto no Ken est une immense œuvre qui a énormément de choses à dire, énormément de personnages à explorer. On pourrait faire toute une vidéo sur juste certains personnages, mais si j'ai fait ça, la vidéo va durer 5 heures. Il vous reste qu'une chose à faire, allez lire ou regarder Hokuto no Ken, et vous savez pourquoi. Pourquoi? Oui, j'ai dit pourquoi. Moi aussi. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu dis pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?